Bienvenue dans cette émission exceptionnelle de Pop In Books au comptoir du rêve. Nous recevons aujourd'hui Nico Henrichon pour un petit entretien avec Guillaume, le maître des lieux. Bienvenue Nico, bienvenue au comptoir du rêve comics et avec ce petit partenariat avec Blue Neko pour une première rencontre et une première dédicace avec toi ici. Merci Guillaume. T'en prie, ça fait super plaisir de te recevoir. On va pas se mentir, on se connaît depuis longtemps, toi et moi. On se connaît depuis longtemps. Du coup, mais c'est effectivement un format qu'on va pour la première fois introduire dans les dédicaces. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es Nico Henrichon et tu as une carrière qui est déjà bien longue devant toi. Oui. Et du coup, petite première question, c'est comment, c'est la question évidente, tu es venu toi au comics ou à la bande dessinée selon, puisque tu es aussi bien connu pour des comics, on va dire, si on parle de bande dessinée américaine, que de bandes dessinées qui ont été publiées dans l'Hexagone et en Europe également. Pourquoi les comics et pourquoi la BD? Maintenant, tu as vu que je faisais un peu des deux. Mais au début, ça a été comics, tout simplement parce que c'est eux qui m'ont engagé les premiers. C'est quand je suis sorti de l'école, je cherchais du travail. Et c'est DC Comics c'est le seul éditeur qui m'a répondu tout court même à ma proposition, à ma soumission de travaux. Et c'est eux qui m'ont proposé le boulot en premier. Et par contre, j'avais écrit à tous les éditeurs, hein, autant franco-belge qu'américain. D'accord, donc ça veut dire que tu leur avais proposé à tous des pelures de bananes géantes. Donc exactement, ouais, voilà. Avant ça, tu avais fait l'école de Saint-Luc, si je ne m'abuse. C'est ça. Et ça veut dire que déjà, tu avais une passion qui t'avait amené jusque là-bas. Oui, bien sûr. Tu es canadien, donc... Oui, au Canada, à l'époque, c'était un peu compliqué. Ça l'est toujours un peu, je pense. Parce que c'est pas un univers... la bande dessinée, c'est pas... on va dire que c'est pas autant ancré dans les mœurs et dans le mode de vie qu'en France et spécialement en Belgique, où là, ça fait carrément partie de la culture. Et donc, il y avait des possibilités d'école, d'aller dans des écoles américaines. Là, par contre, les frais, c'est autre chose. Et en Belgique, il y avait cette super école, l'Institut Saint-Luc, Bruxelles, Liège, et puis Tournai. Moi, j'ai choisi Liège presque par hasard. Et puis voilà, je me suis lancé. Et ça s'est bien passé. D'accord. Et donc ensuite, après les premiers travaux pour DC, quand on regarde un petit peu, le premier travaux entre guillemets d'envergure qui est mentionné quand on fait des recherches sur toi, par exemple, je me suis rendu compte que souvent c'était Barnum d'abord. Ah oui, premier ouvrage, on va dire, d'ampleur. Parce que mon tout premier travail, c'était une histoire courte. Ouais. Parce que les Américains aiment bien prendre des risques, mais ils prennent pas non plus tous les risques. Ils m'ont pas donné directement un graphic novel à réaliser. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on m'a donné quand même 6 pages dans un collectif en fait de Sandman. D'accord. Et j'ai fait 6 pages là, et ça c'est mon tout premier crédit de professionnel. Ouais. Et après Barnum, c'est ce que tu as vu, c'est 128 pages avec Howard Chaykin. D'accord. Et ensuite, ton parcours a été jalonné de titres qu'on voit ici, bien sûr, mais de bien d'autres. On n'a pas pu tout mettre, évidemment. Et puis, il aurait fallu trouver du matériel américain qui est plus forcément disponible, de nombreuses variantes de cover aussi, etc. Tu as un parcours qui est assez atypique, je dirais, par rapport à ce que nous, on peut connaître en Europe, dans la mesure où, justement, tu fais... pour toi, c'est pas forcément un grand écart, mais pour d'autres, ça pourrait l'être, puisque tu veux à la fois publier parfois aux États-Unis, parfois directement en France. Ça t'est arrivé, comme là, on voit Noé, mais on voit les Métabarons, bien sûr, ou Hostile, des choses comme ça, etc. Aussi, ou Fang, bien sûr, avec les humanoïdes, qui est plus récent, puisqu'il date de l'an dernier. Ouais, de l'an dernier. Voilà, et tu fais même là pour le coup un grand écart encore plus grand, je dirais, puisque en ce moment tu retravailles avec Brian Cavone sur un titre que je trouve absolument incroyable, qui est sur Substack, qui s'appelle Spectators, et qui est un projet d'envergure, quoi. Donc comment tu fais pour mener une carrière aussi
Mais c'est sur un grand nombre d'années. Hein. Oui, bien sûr. Après, Mais ça veut dire que je dirais, je m'ennuie très très voles d'un vite. projet à l'autre, quoi. C'est ça mon problème, c'est que je m'ennuie très très vite. Alors il faut tout le temps changer. Moi, si tu me mettais sur une série pendant 10 ans, je pense que j'y arriverais pas. Il faut toujours découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles choses. D'ailleurs, je change de technique souvent au fil des projets. J'aime bien faire de la couleur directe, de la couleur digitale, varier les formats de planche, le type de narration. J'aime bien changer certaines choses. Bon, il reste quand même, je pense, un noyau dur, on va dire, de ce que je sais faire, du peu que je sais faire. Donc, j'essaie quand même de garder ça. Mais sinon, comme je m'ennuie très vite, faut que je change souvent de projet. Puis après, ça dépend des occasions. Hein. Quand on m'a proposé Métabaron, moi, j'étais dans les comics. Puis, de toute manière, Métabaron, c'est une forme de comics à la française hein, aussi, quand on y pense. Donc, Oui, finalement, bien c'est sûr pas que oui. si déstabilisant que ça. Et ouais, du coup, j'aime bien changer. Puis après, c'est les occasions qui font comme on me connaît des deux côtés, j'ai des propositions des deux côtés. Ouais. Et de la même manière que entre guillemets, tu vas d'un projet à un autre parce que tu peux te lasser assez rapidement, est-ce que en fonction des scénaristes avec qui tu travailles, tu travailles toi ensuite ton storyboard, ton découpage de la même façon, ou alors est-ce que tu as aussi changé parfois ta façon de travailler? Tous les scénaristes avec qui j'ai travaillé ont souvent plus ou moins la même technique, je dirais. Ils font ce qu'ils appellent un full script. C'est-à-dire que c'est pas la vieille technique de Marvel où est-ce qu'ils faisaient un script à la Stan Lee avec très très peu de détails. Et après, tu t'attends de faire tout le boulot et de pas être crédité, quoi. C'est ça, en gros. Et les scénaristes avec qui j'ai travaillé, d'Howard Chaykin à Bill Willingham, à Brian Kevan, et puis à Joe Kelly plus récemment sur Fang. C'est tous des scénaristes qui font des scripts très détaillés, je dirais. Donc, pas très. Pas comme les comics de super-héros, on va dire. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de variations dans le type d'interaction et de travail avec le scénariste. D'accord. Alors là, tu n'as pas d'actualité en papier en termes de parution toute récente, mais tu as une vraie actualité qui est donc Spectators digital, qui est sur Exploding Giraffe Substack, c'est ça. qui est absolument, franchement génial et qui est quand même assez différent des récits qu'on a pu devoir dessiner jusqu'à présent, moi je trouve. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sans spoiler trop? Encore là, tu vois. Oui, j'ai vu les 2 dernières pages de cette semaine. J'ai passé des animaux, des animaux qui se bagarrent à une histoire, on va dire un peu limite avec parce que oui. Il faut expliquer sur Substack, l'histoire qu'on fait, c'est pas pour les enfants. Là. C'est quelque chose, c'est assez cru, il y a de la sexualité, il y a de l'hyperviolence. On parle de ce sujet-là dans la série, donc on en montre beaucoup. Et il y a une chose qui est très intéressante que tu as dit par rapport à ce projet-là, c'est que tu as dit que, si je ne m'abuse, hein, aux États-Unis, la violence, entre guillemets, était admise entre guillemets vraiment notamment parce que c'était média etc mais pas du tout la sexualité en comparaison et à l'inverse en France par exemple c'est plutôt l'inverse et que du coup ça jouait aussi sur ce registre là. Oui. En France, de toute manière, il y a quand même un peu moins de... il y a un peu moins de fragilité par rapport à la violence, à la sexualité, ça c'est sûr, c'est culturel. C'est pas grave d'avoir des poitrines nues dans un film, voilà, ça... Alors qu'aux États-Unis, c'est impensable. Ce genre de full frontal nudity, comme ils appellent, c'est pas pensable. La violence, je dirais, c'est à peu près l'équivalent. En France, on tolère quand même, ça passe. Après, ça dépend du public, ça dépend si c'est des films pour enfants, si c'est des BD pour enfants, c'est pas les mêmes normes. Donc, mais c'est vrai que le gros, ce qui varie beaucoup, ce qui change beaucoup, c'est vraiment la sensibilité par rapport à la sexualité aux États-Unis. Ça, c'est vrai que c'est flagrant. D'accord. Et pour toi, de travailler sur un projet pareil, en quoi c'est nouveau et différent de ce que tu as pu faire avant, justement? Ben déjà, c'est sur Internet. Donc, on publie, comme tu as pu voir, on sort 2-3 pages par semaine. Donc, le format de publication fait qu'il y a un peu un impératif aussi de créer du suspense régulièrement. Donc, Brian, ça, il le fait bien. Et c'est ça qui est sympa avec la série, justement, c'est qu'il y a un peu ce côté feuilleton très, très court, en fait. À chaque
à chaque 2-3 pages, on essaie de surprendre avec un retournement, avec une nouvelle une nouvelle histoire. Ouais, et ça, comme ça, il y a beaucoup de cliffhangers en fait donc sur 300 pages, il va falloir s'attacher pour. Voilà. Du coup, pour l'instant, on est à une centaine de pages à peu près. 112, 100, comme ça. C'est un projet, si je ne m'abuse, qui est prévu en 300 pages. Ouais. Ça veut dire qu'on connaîtra une version papier aux États-Unis probablement. On connaîtra une version papier, ouais. D'accord. Donc en espérant te revoir du coup aussi, pour faire quelque chose de parfaitement spécial autour de ça. Ce sera avec plaisir. Ici, puis sur autour d'une édition française, quoi. Pas d'enfants par contre. Non, clairement pas, je confirme. Merci encore Nico pour cette première. Merci et puis à toi. on retourne à la dédicace et merci à toi et merci à Blue Nico évidemment. Merci beaucoup.